Peut-être Milton Green a-t-il aimé Marilyn Monroe comme personne ne l'avait aimée avant lui. C'est difficile à dire tant ils sont restés silencieux, l'un et l'autre, sur leur intimité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première fois où ils se rencontrèrent, il la photographia comme personne ne l'avait jamais photographiée avant lui. Et c'est immédiatement qu'elle fut troublée par l'image qu'il renvoya d'elle. Des photos de Marilyn, Milton en prendra des milliers, parmi les plus belles. Mais il se refusera toujours, après leur séparation, à en faire commerce. Aussi, par un étrange enchaînement d'héritages, de transactions, c'est ici, en Pologne, que jusqu'à l'année dernière, nombre d'entre elles somnolèrent, inédites, dans l'attente d'on ne sait quel réveil. Écoutez bien, l'histoire qu'elle raconte est étonnante. L'histoire d'une femme, adulée et triste, qui imagina en se livrant au regard qu'un homme portait sur elle, qu'elle pourrait échapper à son destin. I just want to tell you something. « 23 mai 1957. Voilà, c'est fini. Au bras d'Arthur Miller, son troisième et dernier mari, Marilyn s'en retourne à Hollywood. 2 ans plus tôt, elle avait fui les grands studios de cinéma qui l'avaient fait connaître au monde entier. La voilà aujourd'hui qui rentre dans le rang. Pourtant, au-delà des apparences, elle n'est plus la même. Comme si le cours de sa vie avait été définitivement infléchi par son détour new-yorkais. Milton Green. Frappée par le visage enfantin du jeune homme qu'on lui présentait, Marilyn s'écria « Mais vous n'êtes qu'un gamin !»« Mais vous n'êtes qu'une gamine », répliqua-t-il. Elle avait 27 ans, lui venait à peine de dépasser la trentaine. Hollywood, au moment où débute cette histoire. Marilyn est l'une des stars de la décennie. Les tournages s'enchaînent, le public l'adule. Elle n'en est pas moins insatisfaite. Elle a le sentiment qu'Hollywood met un point d'honneur à ne rien lui apprendre. Sinon, à travailler à la chaîne. C'est son expression. Travailler à la chaîne. On la distribue dans des films sans la consulter. On lui donne des rôles à l'encontre même de ses souhaits. À chaque fois, il lui faut jouer la blonde, la fille bien roulée. Elle voudrait devenir une véritable actrice. Le 18 août 1953, envoyé par le magazine Look, Milton Green arrive en reportage à Los Angeles. C'est le photographe à la mode. Il a photographié Marlène Dietrich, Lauren Bacall, Frank Sinatra. Il doit photographier maintenant Marilyn Monroe, en qui les publicitaires de la Fox voient la créature la plus provocante de l'écran depuis Jean Harlow. C'est la seule fille capable de dégeler l'Alaska, s'enthousiasme un journaliste. Tandis que le New York Herald Tribune écrit « Elle est tout simplement capable de rendre la nuit flamboyante ». Mais d'emblée, Milton Green refuse d'aborder Marilyn comme une déesse du sexe. Et pour ses premières photos, déconcertant de familiarité, il lui tend le pull rouge de sa propre femme, Amy. Maybe we should get some tea from the room service. Do you think so, Rupert? I would. Tea and lemon. How about you? Milton racontera plus tard que ce n'est pas le galbe de Marilyn qui accapara d'abord son attention, Tea and lemon mais sa for me. voix. No, how about you? Some sandwich? J'avais déjà vu tant de mannequins et tant d'actrices que je croyais avoir fait le tour de ce monde-là. Mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un avec un tel ton de voix. Wonderful. Marilyn regarda les photos que Milton avait prises d'elle et lui dit, intriguée, « Vous m'avez rendue intéressante. » What kind of books do you like to read? Milton Green pouvait quitter Los Angeles satisfait. Il avait réussi à toucher son modèle. I would like very much. Marilyn était obsédée par la peur de ne pas être à la hauteur. Rien ne la rassurait jamais, aucun éloge, aucun compliment, pas même les dithyrambes de ses metteurs en scène, Henry Hathaway et Billy Wilder.
Elle redoutait toujours qu'on ne l'apprécie que pour son look d'aguicheuse. « Pourquoi les gens sont-ils tellement obsédés par les questions de sexe ?» demanda-t-elle un jour. « Tout cela me paraît à moi aussi inintéressant que d'étaler du cirage sur une chaussure. » Or, pour la première fois, aucun doute, Milton Green avait attrapé d'elle quelque chose que tous les hommes, jusque-là, avaient laissé échapper. Ces photos la révélaient à elle-même comme elle souhaitait être vue par les autres. Une certaine réserve, une authentique gravité. Des vêtements amples, des poses pudiques, pas de tenue moulante, pas de provocation. À aucun moment Milton ne lui avait demandé d'être sexy, et ça lui avait convenu bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Devant ce jeune photographe attentif et respectueux, Marilyn s'était sentie tout à coup précieuse, et c'est avec un plaisir non dissimulé qu'un peu plus tard, pour leur première photo commune, elle accepta le prix Look de l'année. Thank you, Mr. Samus. It's a great thrill, and I'm very appreciative to everyone who's made this possible. He understood some things about me, and I understood some things about... Le 14 janvier 1954, Marilyn se marie avec Joe DiMaggio. Joe a 39 ans. C'est une gloire du baseball américain, retiré depuis 3 ans de la compétition, et qui passe son temps à siroter des bières devant la télévision. Il insistait pour l'épouser. Marilyn ne lui dit pas non. Inexplicable mariage. À coup sûr, cet homme ne risquait pas de la combler. Comme elle lui offrait pour accrocher à sa montre une médaille en or sur laquelle elle avait fait graver une phrase extraite du Petit Prince de Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Joe s'écria « Mais bon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ?» Au mois de février, en pleine lune de miel, Marilyn part en Corée soutenir les troupes américaines engagées dans la guerre. Aux États-Unis, on raconte qu'elle reçoit plus de 20 000 lettres d'admirateurs par semaine. Au milieu des GIs, elle constate son étonnante popularité. Pour la première fois de sa vie, elle se livre à un concert en direct devant un public dont elle peut voir les réactions. Une douzaine de représentations, 60 000 soldats, et à chaque fois la volonté de donner à tous l'impression qu'elle s'adresse à chacun. Marilyn, elle, est à la fois heureuse, flattée et stupéfaite. On dirait que les gens aimeraient disposer de votre être, qu'ils aimeraient prendre possession de morceaux de vous-même. Pense-t-elle à Milton Green en voyant tous ces appareils de photos qui la cernent, mais ne la voient pas? Oui, les gens ne me voient pas. Ils voient leurs propres pensées cachées et ils se blanchissent en prétendant que j'incarne ces pensées secrètes. Quand elle avait retrouvé Milton en octobre dernier, ils avaient passé ensemble près d'1 mois. Ils étaient partis faire de nouvelles photos dans les environs de Los Angeles. Elle lui expliqua alors qu'elle travaillait dur, qu'elle était fière de ce qu'elle faisait, mais qu'elle ne pouvait décidément pas continuer à accepter des rôles comme ceux que lui imposait la Fox sans que le public finisse par se lasser d'elle. Milton lui avait dit qu'il l'approuvait et que le moment venu, si elle le souhaitait, il l'aiderait à changer de vie. Retour à la réalité. Toujours les photographes. Toujours le look Marilyn. Le sourire Marilyn. Et cette étonnante capacité à se retrouver là où les autres l'attendent. Pourtant, quand on regarde les photos de Milton Green, on voit à quel point Marilyn est déjà ailleurs. De fait, sa colère contre les studios ne fait que grandir. Elle ne s'identifie plus à cette actrice fétiche, mais dont le salaire reste pour Hollywood dérisoire, sans commune mesure avec les profits qu'elle génère.
Sa rencontre avec Milton Green l'a comme émancipée. Le 9 septembre 1954. Marilyn se rend à New York pour tourner les scènes extérieures du film de Billy Wilder, 7 ans de réflexion. Tant bien que mal, elle respecte ses engagements. Mais sa décision est prise. Et il faut mesurer ce qu'il y a d'incroyablement volontaire dans ce qu'elle a décidé. Quitter Hollywood. Ce qu'aucune star n'avait osé faire, elle veut le tenter. Filer à l'autre bout du pays pour repartir à zéro. Tout lui est désormais insupportable, à commencer par les nouveaux scénarios qu'on lui apporte. Plusieurs avocats mandatés par Milton étudient minutieusement les contrats qu'elle a signés avec la Fox. Les erreurs y fourmillent, elle pourra bientôt les dénoncer. Elle parle désormais de son combat contre les studios. Elle explique à ses proches qu'il ne s'agit pas d'une affaire d'argent, mais de la défense de ses droits humains. J'en ai assez d'être connue comme celle qui a des formes. Je veux leur montrer que je suis capable de jouer, de bien jouer. C'est à ça qu'elle pense lorsqu'elle se serre dans son peignoir blanc, porte-bonheur. Mais elle n'en continue pas moins de faire la Marilyn, sans aucun état d'âme et sans aucun effort. Elle aime si évidemment ça. Je suis née sous le signe des Gémeaux, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. 2 personnes en une. À vrai dire, je suis peut-être même plus que 2. I think there are 2 things in human beings that they, as I think there is in myself. La carrière de Marilyn durera 16 ans. 1954 en est la charnière. 24 films avant et seulement 5 après. La fatigue, les dépressions, la lassitude, peut-être. Mais pourquoi pas également la conséquence directe de son adieu à la vision qu'Hollywood avait d'elle. Le lendemain même de son arrivée à New York, Marilyn se précipite chez Milton Green. Un costume de location l'attend, trop petit. Il faut dire que selon son humeur, ses angoisses, en fonction aussi de ce qu'elle s'inflige, l'alcool, les médicaments, elle grossit, elle maigrit. Mais génie du photographe et de son modèle, ces photos de ballerines à la Degas font bien vite oublier les imperfections du réel. Singulier moment d'épiphanie, où une autre Marilyn saisissante de douceur prend son envol. Une Marilyn qui s'arrache à son destin de symbole sexuel. Une Marilyn qui veut désormais qu'on lui parle d'égal à égal. Une Marilyn qui récuse les bonheurs partiels et réclame sa part d'éternité. Quand la célébrité passera, je dirai « Adieu célébrité, j'ai toujours su que tu étais inconstante. Au moins n'auras-tu pas été toute ma vie. » Marilyn revient à Los Angeles une fois le film achevé. Avant de rompre avec Hollywood, il lui reste encore quelques liens à défaire, quelques nœuds coulants à desserrer. Le 6 octobre 1954, 8 mois après avoir épousé DiMaggio, Marilyn divorce. Elle souligne les graves angoisses
et les souffrances morales dont elle a souffert. Elle aurait pu évoquer aussi bien quelques douloureuses violences physiques, car Joe n'est pas plus tendre que bavard. Marilyn dira avec humour « Nous aurions fait un excellent couple, mais au temps du cinéma muet. » Un mois plus tard, elle est hospitalisée. Depuis son adolescence, c'est tout particulièrement son ventre qui la torture. Fausse couche, tentative de suicide, dépression. Toute sa vie, Marilyn a offert son corps à la médecine, comme elle l'a offert au cinéma. Le 23 décembre 1954, juste avant Noël, incognito, perruque brune, lunettes noires, Marilyn décolle de l'aéroport de Los Angeles pour New York, sous le pseudonyme cocasse de Zelda Zong. Depuis 1947, elle avait appartenu corps et âme à la Fox. Milton Green l'entraîne sur une autre planète. Il veut qu'elle soit reine, mais sur un trône moins factice que celui des comédies d'Hollywood. Marilyn aime son ingénuité. Extérieur au système, il ignore tout du métier de producteur, mais le désir le taraude. En fait, ils se ressemblent. Elle veut devenir une véritable actrice. Il ne veut pas rester un simple photographe. Hébergée chez les Green, Marilyn devient aussitôt auntie pour leur fils, Joss, qui a 1 an. Elle le fait manger, lui donne son bain. Et le soir de la Saint-Sylvestre, c'est elle qui reste avec lui pour que ses parents sortent. New York fascine Marilyn. Elle n'a pour ainsi dire jamais vu la neige, ni observé le changement des saisons. Des Green, elle dit « C'est la seule vraie famille que j'ai jamais connue. » L'épouse de Milton, Amy, pense qu'entre Marilyn et son mari, il y a comme un secret dont elle est exclue. Jamais en tout cas Marilyn ne s'est trouvée aussi belle. Jamais non plus elle n'a connu ce plaisir d'être à son gré anonyme, perdue dans cette ville qui la laisse en paix. Scarman's heave is snared by Felton. The Terrapins, so called, are striking for a quick tally. Felton robs 38 yards to put his... Switch, it's Ozo, Oscar R.L. and Quick Song. Oscar R.L. that thrilled the world. General Eisenhower humbly But I thought it sounded more like Eddie than it did me. He was never used to being. You could hardly tell where the B-movies ended and the newsreels began. Le 7 janvier 1955, Marilyn et Milton créent officiellement les Marilyn Monroe Productions. Ils fêtent l'événement avec 80 personnes triées sur le volet. Ils sont aux anges. À partir de ce jour, ils tourneront des films qu'ils contrôleront du début jusqu'à la fin et ils réaliseront ensemble des profits bien supérieurs au salaire versé par la Fox, pense-t-il. Les producteurs de la côte ouest sont pris au dépourvu et plient devant le coup de force. Ils acceptent de coproduire les projets de la nouvelle société dont Marilyn est la présidente avec 51% du capital. Marilyn new-yorkaise et insoumise à la tête de sa propre société. Est-ce parce que l'événement détonne avec la légende que tout le monde l'a aujourd'hui oublié? À tous, Marilyn répète « J'ai l'intention de devenir une merveilleuse, excusez le mot, actrice de composition. » I would like very much to be a fine actress, a true actress, that's what I mean by fine, a real actress.
Sur les murs de New York, Marilyn s'affiche en grand, dans la plus célèbre scène de sa carrière, où soulevée par un énorme ventilateur, sa jupe laisse entrevoir son panty blanc. Les voitures, comme les passants, s'arrêtent. Oh, I think it's terrific. It's pretty vulgar, if you ask me. Very nice, some girl. I think it's wonderful, wonderful, wonderful. Ça me fait drôle, les gens me connaissent et moi je ne connais personne. I think it's very nice, but I'd rather it was me. Elle regarde son image, mais s'y reconnaît-elle? La meilleure façon pour moi de m'affirmer en tant qu'être humain est de m'affirmer en tant qu'actrice. L'hiver se termine. Marilyn découvre le printemps new-yorkais. Il suscite en elle un émerveillement enfantin. Le même qu'elle éprouve à ce gala de bienfaisance au Madison Square Garden. Enfant, je ne suis jamais allée au cirque, explique-t-elle. Le public la couvre du regard quand, juchée sur un éléphant, elle parade sur la piste. 1000 bouches lui murmurent « Attention !» Mais est-elle dupe pour autant des bravos affectueux qui emplissent alors le cirque? Tous ces gens sont si émotifs. Je veux dire, s'ils vous aiment tant sans vous connaître, ne peuvent-ils pas de la même façon vous haïr? Avec les Green, Marilyn a découvert une vie totalement différente de ce qu'elle connaissait à Hollywood. Une vie structurée, dans une maison organisée. Maintenant, tout en conservant chez eux une petite chambre, elle habite une suite dans un palace new-yorkais. Chaque fois qu'il arrivait à Marilyn de goûter des moments de bonheur, elle se souvenait de la petite Norma Jean. C'était son vrai nom. Et de l'orphelinat où, enfant, sa mère l'avait abandonnée. Ce n'est pas Marilyn qui se prélasse, disait-elle alors, mais c'est Norma Jean. Et je veux que Norma Jean soit à la fête. Quand on lui adressait la moindre critique, quand on lui reprochait par exemple de se donner de l'importance ou de faire des entrées fracassantes, elle répondait que c'était Norma la coupable. Norma qui rêvait d'être remarquée, et pas elle. Dans les miroirs, c'était l'image de Norma que Marilyn voyait. To learn that she was my mother was quite a shock. Je suis souvent seule avec moi-même, avait-elle l'habitude de dire. Because I think I have a gay side to me, also a sad side. And I think that's the way with people also. I know. Les photos new-yorkaises du moment la montrent assagie, détendue, ne cherchant pas à séduire plus que de raison l'objectif. Marilyn apparaît comme apaisée devant Milton, même si dans la réalité, elle est souvent tendue, agitée et incapable de dormir. Pendant ce temps, elle mène à bien une autre entreprise qui lui tient à cœur, sa psychanalyse. Alors qu'elle était encore l'épouse de DiMaggio, elle avait pour la première fois consulté pendant 6 mois. À New York, à raison de 3, 4, souvent 5 fois par semaine, elle se rend chez le docteur Margaret Oenberg. Milton Green lui a non seulement conseillé cette immigrée hongroise à l'allure imposante aux cheveux blancs tressés, il l'a accompagnée lui-même dans son cabinet. Margaret Oenberg est la psychanalyste qui le suit depuis plusieurs années. À Amy, Marilyn ne dira qu'une phrase. J'aime lui parler. Mais bientôt, il y aura quelqu'un d'autre dans la vie de Marilyn à qui celle-ci aimera parler. Arthur Miller, qu'elle dissimule encore au monde parce qu'il est marié, mais dont elle se sent déjà assez amoureuse pour se douter qu'il sera son prochain mari. En attendant, New York défile autour d'elle, se bouscule,
et s'agite. De loin en loin, Marilyn rencontre la presse. Marilyn assiste parfois à des premières, où elle retrouve les flashs et les caméras, souvenirs des soirées d'Hollywood. À ses côtés, protecteur et discret, Milton Green qui ne la quitte guère. Et après le spectacle, symbole de cette indépendance dont elle jouit désormais, du jazz. Car Marilyn aime le jazz et la liberté qu'il incarne. Un jour, apprenant qu'Ella Fitzgerald ne pouvait pas chanter dans une boîte à la mode parce que noire, elle téléphona au patron et lui promit qu'elle réserverait chaque soir une table au premier rang s'il revenait sur sa décision. Et chaque soir où Ella Fitzgerald chanta, Marilyn honora sa promesse. La nuit, quand Marilyn l'insomniaque ne pose pas pour Milton, elle lit des poèmes. Il y a un livre de Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète qui m'a beaucoup aidée, racontera-t-elle un jour. Sans lui, peut-être croirais-je par moments que je suis folle. I like Rilke, especially more than his poetry. A book was called Letters to a Young Poet. Sur des cahiers ou des feuilles volantes, il lui arrive même d'écrire des vers. Et voilà, bonne nuit, dors bien et un doux repos, où que tu poses ta tête, j'espère que tu trouveras ton nez. « 12 avril 1955. Ed Murrow, vedette de la chaîne CBS, s'invite chez les Green. Devant les caméras de télévision, Marilyn est embarrassée. Comment expliquer qu'elle a abandonné Hollywood pour New York? Well, Marilyn, now that you're a New Yorker, how do you like this city anyway? Oh, I love it. Everyone's very friendly, and it's a very optimistic, friendly city. Marilyn, tell me, what's the basic reason for this corporation? Primarily to contribute to help making good pictures. It's not that I object to doing musicals or comedies. In fact, I rather enjoy it, but I would like to do also dramatic parts too. Voilà, des rôles dramatiques, c'est ça qu'elle veut, Marilyn. Il est temps de solder les comptes avec son passé. 7 ans de réflexion, son dernier film tourné à Hollywood sort sur les écrans. A popular Broadway New York theater radiates glamour for the sneak preview of the CinemaScope version of The 7-Year Itch and the birthday of À la première, DiMaggio l'accompagne comme si rien ne s'était passé entre eux depuis 6 mois. Qui aurait deviné en la voyant ce soir-là, le soir de ses 29 ans, qu'elle allait bientôt subir une fois de plus un avortement, le 13e peut-être, et qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Elle en avait pourtant un tel désir que tous les 2 ou 3 mois, elle se persuadait qu'elle était enceinte, prenant 6 ou 7 kilos pour en convaincre son entourage. Elle disait « Si j'ai une fille, elle n'aura rien d'une Norma Jean, et je sais comment l'élever. Sans mensonge. Pas de mensonge à propos du Père Noël. Pas besoin de lui raconter que le monde est plein de gens nobles et vertueux, ne songeant qu'à s'aimer les uns les autres et à faire le bien. Non, pas de mensonge. » Pour l'instant, l'association de Marilyn et de Milton ne rapporte pas un centime. Et c'est Milton sur ses propres deniers qui assume toutes les dépenses. Logement au St. Regis Hotel, produits de beauté, vêtements. Toujours aussi sensible à son apparence physique, Marilyn est cependant plus préoccupée par son métier d'actrice qu'elle veut perfectionner. Avec une étonnante modestie, elle redevient élève et s'inscrit à l'Actors Studio, que dirige le plus connu et le plus controversé des professeurs de théâtre américains, Lee Strasberg, qui faisait alors l'objet d'un véritable culte. I go to the Actors Studios on Tuesday and Friday, and on the other days I go to
Lee Strasberg's private classes. He changed my life more than any other human being that I've met. Marilyn doit bientôt tourner avec Laurence Olivier, Le Prince et la danseuse, une pièce dont Milton a acheté les droits pour en faire un film. Le 3 février à New York, au Plaza, Marilyn rencontre Olivier. La Monroe Company a placé la barre très haut. Acteur classique, tragédien, Olivier est un dieu de l'Olympe. Paradoxalement, c'est un adversaire farouche de la méthode que promeut Strasberg et qui inspire désormais Marilyn. Strasberg s'identifie à un thérapeute. Il encourage l'introspection de l'acteur, convaincu que l'émotion vraie trouve sa source dans son histoire personnelle. Olivier, lui, voit dans l'acteur studio une simple secte. Mais Marilyn et Milton ne se préoccupent pas encore, ô combien à tort, d'éventuelles divergences avec Olivier. Le 15 février 1955, lors d'un week-end à la campagne, Marilyn pose pour Milton. C'est Amy qui a acheté ce sweater sport chez le boutiquier du coin, dans leur village du Connecticut. Le lendemain, Marilyn retrouve avec plaisir le chemin du studio au 480 Lexington Avenue. Sans maquillage, avec des lunettes noires, parfois avec un vieux manteau ou encore un foulard, elle sait maintenant comment passer inaperçue. La Black Session, la plus troublante série de photos réalisée par Milton Green. Chaque photo est comme démentie par la suivante. Marilyn y est tour à tour tragique et bouffonne, inaccessible et offerte. Ses poses évoquent les plaisirs de la chair autant que les tourments de l'âme. Jamais la beauté de Marilyn n'a été ainsi montrée dans ce qu'elle emportait d'angoisse et de doute. This isn't my best angle, and of course they got mad at the studio. And they said, but you can't sign them. I said, but it's me, and they'd rather have these than the other sign. If they're friends, I don't sign the street. La Black Session est à l'image de ses nuits. Car Marilyn parle souvent de ses nuits et des rêves étranges qui les peuplent. Enfant, elle rêvait constamment qu'elle marchait nue dans une église, au-dessus des corps prosternés de ses amis ou de ses voisins, en veillant à ne toucher personne. Aujourd'hui, elle entend hurler des voix qui appellent au secours, des mains déchirent ses vêtements, des hommes tombent en s'agrippant à elle. Arthur Miller dira « La mort l'accompagnait toujours, et tout le temps. Elle dansait sans cesse au bord du gouffre. » En regardant dans un musée une chimère de Rodin en marbre blanc, elle s'identifia aussitôt à la jeune femme sensuelle que l'homme serrait dans le creux de la main de Dieu. Qu'est-ce qu'elle-même, qui courait les œuvres d'art à la recherche de la perfection, pouvait bien espérer étreindre du bonheur sans le broyer. Un autre jour, elle fixa longuement les démons de Goya. Je connais très bien cet homme. Nous avons les mêmes rêves. Je fais ces rêves depuis que je suis gosse. Comme pour un rendez-vous amoureux, Marilyn rejoint Milton Green et passe la nuit entière dans son studio pour la deuxième séance de photos de cette nouvelle Black Session. Ready? That's good, that's good. Hold that. Wonderful. Again.
Hunch more. That's good. And the hair back, Again. That's great, that's good. Come on, more of that. Now give it to me, really give it to me. Come on now. Come on. That's good. Okay, listen. Good, now the hair. Come on. Displeasing. Quelques jours plus tard, Marilyn souhaita découvrir le résultat de cette séance photo dont elle pressentait la singularité. Portant un long manteau de cachemire, à l'allure très classique, cadeau de Milton Green, elle ressemblait à une héroïne de film noir, à l'une de ces blondes énigmatiques qui ensorcellent le détective, mais dont le spectateur, lui, se demande si elle appartient au camp du bien ou à celui du mal. Peut-être était-elle simplement devenue l'adepte de cette nouvelle religion révélée par Strasberg. Peut-être était-elle simplement allée chercher tout au fond de son histoire cette pénombre étrange qui éclairait son visage. Marilyn always dreamt of being an actress. She didn't, by the way, dream of being a star. She dreamt of being an actress. And she had always lived somehow with that dream. And that is why, despite the fact that she became one of the unusual and outstanding stars of all time, she herself was never satisfied. When she came to New York, she began to perceive the possibilities of really accomplishing her dream of being an actress. When Marilyn was here at the studio, she always sat in the same place, which was way at the end there in the last row. Sage, disciplinée, comme à l'école, à quoi pense-t-elle? Enfant, comme elle s'interrogeait une fois de plus sur l'identité de son père qu'elle n'avait pas connu, sa mère lui montra la photo d'un homme coiffé d'un chapeau mou avec une moustache fine, comme celle de Clark Gable. Clark Gable, I'm sure he won't mind if I say it, because in a Freudian sense, it's supposed to be very good. I used to always think of him as my father. I pretended. Depuis ce jour, quand ses copains lui demandaient qui était son père, elle répondait Clark Gable, et elle avait fini par s'en persuader. J'ai toujours eu le sentiment de n'être rien, disait Marilyn. Et que pour moi, la seule façon d'être quelqu'un, c'était d'être quelqu'un d'autre. C'est probablement pour cela que j'ai eu envie de devenir actrice. Ravie d'aider de sa notoriété l'Actors Studio, Marilyn se rend à une soirée organisée en l'honneur de la secte Strasberg. Ceux qu'elle admire sont là, les acteurs, les vrais. Qu'a-t-elle dit ce jour-là à Marlon Brando, qui avait déclaré après un tramway nommé Désir que la méthode de Strasberg avait fait de lui un acteur authentique? Le 25 février 1956, Marilyn arrive à Los Angeles pour tourner Bus Stop, l'autre projet initié avec Milton Green. C'est la première fois depuis plus d'1 an qu'elle retourne à Hollywood. Strasberg a dépêché son épouse, Paula, pour veiller au respect pur et dur de sa méthode.
Les journalistes locaux interrogent Marilyn sur sa transformation. Are you happy to come back and do this picture? Are you pleased with the picture bus stop? Oh, yes, very much. I'm looking forward to working with Josh Logan and doing the picture, and it's good to be back. You're wearing a high-end dress now. The last time I saw you wear it. Is this a new Marilyn, a new style? No, I'm the same person, but it's a different suit. Prudence, modestie, toujours est-il qu'elle ruse et ne les affronte pas. Départ pour Sun Valley, dans l'Idaho, petite ville de province où les scènes en extérieur doivent être tournées. Marilyn joue le rôle de Sherry, une danseuse de bar sans talent qui rêve d'une grande carrière et végète dans un cabaret minable du Sud. Le tournage est tendu. Marilyn craque et doit s'arrêter de jouer pendant 15 jours, réclamant la présence de sa psychanalyste, à qui la production fait traverser les États-Unis pour les besoins de sa cure. Bus Stop est pourtant le premier film de sa nouvelle vie. Comme elle le souhaitait, son personnage ne ressemble à aucun de ceux qu'elle a interprétés auparavant. Tout est ici différent de la Marilyn d'Hollywood, jusque dans le détail de son maquillage ou de cet accent traînant du Sud dont elle retrouve les inflexions éteintes et qui change la voix qu'on connaît d'elle. C'est Milton qui avait imaginé le maquillage blanc craie, presque un maquillage de clown, pour cette fille de la nuit que Marilyn interprétait et qui se nourrissait de café et d'aspirine. Le maquillage accentuant le côté pathétique du rôle, Marilyn finit par créer un personnage comique si triste, à la sexualité si désespérante, si aveugle aussi à l'inéluctable échec de sa vie, que beaucoup verront dans Bus Stop son plus grand film. Sans doute aurait-elle dû être nominée pour les Oscars si Hollywood n'avait pas voulu, une fois encore, lui infliger un camouflet, en nominant à sa place son pâle partenaire. Pour l'instant, Marilyn ne pense pas à une éventuelle nomination. Sous le nom de Mrs. Leslie, elle téléphone dans le Nevada, au bord de Pyramid Lake, à un certain monsieur Leslie. C'est Arthur Miller, qu'elle retrouve parfois en cachette et qui attend de se voir accorder son divorce à Reno avant de rendre officielle leur liaison, depuis longtemps secret de Polichinelle. I can't say he gave me a feeling of security, except he treated me as a human being, a very sensitive human being, and he treated me. 2 juin 1956, à la fin du tournage de Bus Stop, Marilyn rentre à New York accompagnée de Milton Green. Elle vient d'avoir 30 ans et flotte dans sa vie comme dans cette piscine où Milton, toujours lui bien sûr, la photographie souriante, buvant à la santé d'un monde qui l'ennuie de plus en plus. Arthur Miller, qui a pris pied dans sa vie, réussira-t-il à lui apporter la confirmation qu'elle attend depuis sa rupture avec Hollywood? La confirmation qu'elle n'a été Marilyn que malgré elle. La confirmation qu'on ne pourra plus jamais la réduire à cette jeune femme sexy qui aimait se déshabiller devant les hommes et pour qui coucher faisait partie du travail. Quand j'ai commencé à poser, toutes les filles faisaient ça. Et si on ne marchait pas, il y avait 50 filles derrière nous qui étaient prêtes à prendre la place. Photographiée par Milton Green, est-ce à Arthur qu'elle se confie ici au téléphone? À cet intellectuel si brillant qui répondait en tout point à son propre désir de s'améliorer, à cet écrivain qu'elle trouvait tellement plus intelligent qu'elle, à cet homme qui, lui, ne doutait pas de sa propre supériorité. À l'opposé exact de Faust,
elle avait voulu signer un pacte contre le diable. À Hollywood, on vous payait $1000 pour un baiser et 50 cents pour votre âme. Je le sais parce que j'ai souvent rejeté la première proposition et que mon âme n'est pas à vendre. À New York, pour exorciser la Marilyn des calendriers, elle s'était entourée de ses bons génies. Milton Green d'abord, Lee Strasberg ensuite, et puis sa psychanalyste, Margaret Hohenberg. Maintenant, c'était Arthur Miller, son ultime rempart contre elle-même. En parfaite connaissance de cause, dans ce mariage, Marilyn jouait son va-tout. Qui de New York ou de Hollywood allait avoir le dernier mot? Quelle Marilyn allait vaincre l'autre? Mr. Hyde ou Dr. Jekyll? C'est en écoutant Miller répondre à une interview que Marilyn a appris qu'il serait marié avant qu'elle ne parte à Londres pour le tournage du Prince et de la danseuse. Comme les journalistes faisaient le pied de grue sur son palier, elle improvisa une conférence de presse. Oui, elle allait épouser Arthur Miller. Oui, elle se convertirait pour lui au judaïsme. Oui, elle était fière du combat qu'il menait contre le macartisme et l'intolérance. Marilyn n'avait jamais milité, mais elle ne cachait pas ses idées progressistes. Ces salopards d'Hollywood voulaient que je laisse tomber Arthur, disant que cette histoire allait ruiner ma carrière. C'était des trouillards qui voulaient que je sois comme eux. Sa première histoire d'amour avec un président des États-Unis, elle l'avait connue avec Abraham Lincoln, qui un siècle plus tôt avait aboli l'esclavage dans son pays. Elle voulait être digne de son exemple en soutenant Miller, poursuivi maintenant à Washington par la Commission des activités anti-américaines. Miller reconnut avoir assisté à quelques réunions d'écrivains communistes, mais refusa tout net de donner à la commission le nom des autres participants. Et il devint, pour le plus grand bonheur de Marilyn, un héros de la lutte contre la répression. Son futur mari et plusieurs de ses amis pouvant être classés à l'extrême gauche, selon les critères de l'époque, le FBI ouvrit un dossier au nom de Marilyn Monroe. Hélas, le 29 juin 1956, alors que la presse était convoquée par les futurs mariés pour constater leur parfait bonheur, un triste présage endeuilla la journée. La voiture de la correspondante new-yorkaise de Paris Match quitta la route et s'écrasa contre un arbre. La journaliste traversa le pare-brise et fut mortellement blessée, presque sous les yeux de Marilyn, qui défaillit. Une conférence de presse écourtée eut lieu quelques instants plus tard, sous un arbre de la propriété d'Arthur Miller à Roxbury, dans le Connecticut. Marilyn semblait distraite, Arthur quelque peu absent. La mort planait tout près. I'm not going to say where we will be married, for just that reason, because I think it's time enough for everybody to know when it happens. Miss Monroe, a school teacher just got a letter from an 11-year-old boy in which he was to write about 3 wishes, what he would do with 3 wishes. And he said that he would like money first, and second to be an engineer, and third, he said, when I grow up, I'd like to have a blonde. She has to have blue eyes. She has to be like Marilyn Monroe. This is my life. Now, you were the third choice on that. I'm flattered. L'interview terminée, celle qu'un petit Américain de 11 ans considérait comme la femme idéale fila dans l'heure se marier loin des journalistes. La cérémonie dura 4 minutes. On a envie de mourir quand on est avec elle, disait Arthur de Marilyn. Cette femme, pour tout homme, est un défi. Sa présence révèle la nature profonde de chacun. Le farceur devient faux, l'esprit confus s'embrouille, le timide s'emmure. Quant à Marilyn, elle confirmait ce que chacun avait depuis longtemps deviné. J'ai toujours été attirée par les hommes plus vieux que moi. Les jeunes n'ont rien dans la tête. Le mariage avec Arthur Miller devait durer 3 ans et demi.
Ce fut la plus longue relation continue de la vie de Marilyn. Le 13 juillet 1956, Marilyn et Miller prennent l'avion pour Londres. Dans ses valises, elle avait placé de nombreux livres, cherchant plus que jamais refuge dans la poésie, même si Miller écrira plus tard, avec une certaine méchanceté, ne l'avoir jamais vu terminer un livre, sauf Le chéri de Colette. Elle emporta aussi du Milltown, un des calmants dont elle était dépendante. Milton Green, Marilyn, tout le monde avait dans ses poches des quantités astronomiques de cachets et les prenait comme des bonbons. L'arrivée à Londres est triomphale. Sœur Laurence et Lady Olivier attendent à l'aéroport le couple le plus célèbre du moment, tandis que plus de 70 policiers tentent de contenir 200 journalistes déchaînés. Milton, parti quelques jours plus tôt, est présent, mais comme à son habitude, il ne se montre pas, éternel absent de toutes ces images d'archives. Se doute-t-il que le tournage qui s'annonce sera l'un des plus pénibles de la carrière de Marilyn, et que Margaret Oenberg, arrivée d'urgence à Londres, annoncera à sa patiente qu'elle a eu tort de fonder sa propre société de production, et la psychanalyste new-yorkaise de l'envoyer tout de go consulter la fille de Freud, Anna. Marilyn se débat. Quand un artiste recherche à tout prix la vérité, il a parfois la sensation de frôler la folie. Mais c'est alors qu'il s'efforce de faire sortir ce qu'il y a de plus vrai en lui. Les médicaments et l'alcool la plongent dans un état proche de l'amnésie. Et sur ce plan, comme sur d'autres, le mariage avec Arthur Miller ne change rien dans sa vie. Peut-être même est-ce Miller que ce mariage transforme le plus. Prenant goût à sa nouvelle notoriété, il cherche sans état d'âme comment en profiter, y compris financièrement, soupçonnant très vite en Milton Green un rival. Oh, Milton n'est pas tout à fait innocent non plus. Comme Miller, comme Strasberg, ou comme tous ces psys que Marilyn consomma sans modération, il essaye lui aussi de la contrôler, de la maîtriser, jusqu'à lui fournir à volonté les médicaments dont elle s'imagine avoir besoin. Going to happen. I'm going to fall in love with you. Because I always do. Always? Both times. Mais se doute-t-il pour autant, Milton, que ce tournage signera la fin de son histoire avec Marilyn? Que Marilyn ne sera plus que reproche à son égard et qu'une fois sortie, grâce à lui, de sa chrysalide, elle l'abandonnera, sans lui laisser la moindre possibilité de revenir en cours. C'est en tout cas ici, à Londres, que tout basculera entre eux et que Milton finira par se retrouver ruiné. C'est ici, à Londres, que Marilyn, si publiquement méprisée par un Laurence Olivier condescendant, se demandera à voix haute si elle n'a pas eu tort de quitter Hollywood. Et c'est ici également qu'Arthur Miller, redoutant que sa vie créative ne soit perturbée par sa vie sentimentale, se demandera, lui, s'il n'a pas eu tort d'épouser Marilyn. Je crois qu'Arthur appréciait les blondes idiotes, dira-t-elle plus tard, et qu'il n'en avait jamais eu avant moi. À peine rentrée de Londres, Marilyn demande la liquidation de la Monroe Company. Et de l'homme qui lui avait permis de s'affranchir de l'oppression des studios, elle se débarrasse sans ménagement. Encouragée, sinon exhortée par Arthur Miller, qui s'imposait en maître, elle accuse Milton de la tenir à l'écart des décisions prises, de s'octroyer des titres fictifs, de détourner des fonds de leur société commune.
Ce faisant, c'est un point final qu'elle met à la plus incroyable période de sa vie, à ces 2 années de marginalité flamboyante, où elle choisit et interpréta les 2 meilleurs rôles de sa carrière. Dernière séance de photos avec Milton, pour solde de tout compte. Du professionnalisme, bien sûr, de l'émotion sans doute, et à coup sûr un formidable sentiment de gâchis. Et puis, du rouge, comme lors de leur première rencontre à Los Angeles, du rouge, et puis plus rien. Car se refusant à tirer le moindre profit de ces photos, Milton les enfouira avec combien d'autres à l'ombre de sa déception. Je m'étais consacré à elle, je ne ferai rien aujourd'hui qui puisse nuire à sa carrière. Voilà, c'est fini. Au bras d'Arthur Miller, Marilyn s'en retourne à Hollywood. Pourtant, au-delà des apparences, elle n'est plus la même. Elle revient dans l'univers du semblant. Mais après avoir franchi cet au-delà du miroir dans lequel Alice au pays des merveilles partait se promener. Les dernières années de sa vie approchent. Elles s'annoncent comme les plus douloureuses. Jamais Marilyn ne sera plus exigeante, plus insatisfaite, plus insupportable aussi que dans ces années de plomb. Éternellement en retard, elle s'enfoncera davantage encore dans ce que l'un de ses proches appelait le temps de Marilyn. Paris, août 1962. Un jour, alors qu'il allait partir à Paris photographier d'autres femmes, Milton Green appela Marilyn. Touchée par cet appel, elle lui promit de le revoir bientôt. N'avait-elle pas reproché à Miller de l'avoir séparée de Milton et de lui avoir ainsi enlevé la seule personne en qui elle eût jamais confiance? Ils ne se revirent pourtant jamais, et aucune autre femme ne fut photographiée par Milton comme l'avait été Marilyn. « Vous me demandez ce que j'ai fait ?» dira Milton. « J'ai simplement cru en elle. » One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed. Comme le monde entier, il a pris sa mort dans les journaux. Quelques années plus tôt, comme Marilyn participait à une soirée entre amis, l'un d'entre eux suggéra soudain de lire des poèmes. Quand ce fut le tour de Marilyn, elle ouvrit un volume de Yeats, et le poème qu'elle découvrit lui était comme destiné. Ne donnez jamais tout votre cœur, car tout ce qui est beau n'est qu'un rêve bref et délicieux. Oh non, ne donnez jamais entièrement votre cœur.